Voilà, donc on va travailler là sur le module S3 là, de deuxième année d'IUT qui concerne pour cette partie-là l'analyse spectrale. Alors avant de parler d'analyse spectrale à proprement parler, on va présenter en fait quelques éléments de traitement numérique. Donc en fait ici ce système de traitement numérique, en fait, il est remis dans le contexte de la mesure, hein, parce que, en fait, ces systèmes de traitement numérique, c'est des systèmes qu'on va retrouver dans tous les appareils de mesure. Donc, en fait, quand on parle de mesure de grandeur physique, en fait, hein, que ce soit des courants, des tensions, des vitesses, des positions, donc des mesures, des grandeurs mécaniques, des températures, des pressions, des débits. Donc, ça, ce sont les grandeurs physiques sur lesquelles on doit travailler, hein, en tant qu'ingénieur. Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un capteur, c'est-à-dire un élément qui transforme cette grandeur physique en un signal électrique. Alors pourquoi un signal électrique? Parce qu'un signal électrique, c'est quelque chose qui est plus facile à transmettre, qui est plus facile à enregistrer, qui est plus facile à traiter qu'un autre signal. Donc c'est le signal, c'est la forme du signal privilégiée pour tout ce qui est traitement du signal. Et puis, en fait, ce signal électrique, il est encore sous forme analogique, c'est-à-dire que c'est une tension continue qui varie en fonction du temps. Et puis, maintenant, on va avoir tendance à transformer ce signal électrique analogique en données numériques, ici. C'est-à-dire en nombres représentatifs de ce signal-là, qui vont être stockés là sur un fichier. Donc, qui peut être un fichier texte, un fichier Excel, n'importe quel type de format. Okay. Donc ça se fait par un système d'échantillonnage conversion analogique numérique. Donc ça, on verra ça en détail plus tard. Puis ces données numériques, ensuite, elles vont être traitées par un microprocesseur. Donc les traitements qu'on va trouver classiques, c'est l'affichage. Bon, comme un oscillo, par exemple. Un oscillo, il prend un signal électrique, il le transforme en numérique, il affiche la courbe. Un stockage, très classique. Le stockage, on prend un signal électrique, on le transforme en données numériques et on stocke sur une clé USB ou autre chose. Et puis après, à partir de là, on peut faire aussi plein de calculs. Donc si par exemple on mesure des courants et des tensions, on peut calculer des puissances, des énergies, des cos phi, tout ce qu'on veut. Et puis le traitement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'analyse spectrale. Donc c'est ça qu'on va étudier plus particulièrement. Donc dans ce domaine vert là, en fait on est dans un environnement qui est un environnement numérique, hein, c'est ce qu'on appelle un système de traitement numérique. Alors ce système de traitement numérique, qui reçoit un signal électrique, ce signal électrique il est conditionné, en gros il est amplifié, filtré, on verra pourquoi plus tard. Et puis ce signal il est échantillonné, c'est-à-dire qu'on va en prendre des valeurs à intervalles réguliers, ça aussi on verra ça en détail plus tard. Il est converti en nombres pour avoir des données numériques codées sur un certain nombre de bits qui dépendent de la nature du CAN. Donc, les classiques, c'est 8 bits, 10 bits, 12, 14, 16, ça va jusqu'à 24 et même 32 bits pour les derniers. Et après, on envoie ça donc, en fait, un microprocesseur qui, lui, va pouvoir faire tous les traitements dont on a parlé tout à l'heure. Alors voilà, donc à partir de cette transformation-là, de ce signal électrique en données numériques, on peut faire tout un tas de calculs, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'analyse spectrale. Alors évidemment, on se rappelle qu'à partir de là, dans cette zone-là, on est en environnement analogique, c'est-à-dire qu'on manipule des signaux électriques continus, des tensions par exemple, et puis à partir de là, on est dans un environnement numérique, c'est-à-dire informatique, hein, complètement, où on va manipuler des nombres. Alors, des exemples de systèmes de traitement numérique, on en trouve plein. Ici, vous avez un analyseur de réseau électrique, comme vous avez en salle d'électrothèque. Voilà, donc échantillonne à 13 kHz, conversion sur 12 bits, et qui est capable de faire tout un tas de calculs, dont l'analyse spectrale. Les grandeurs physiques d'entrée, ce sont les courants et les tensions. Plus classiquement, une carte son. Une carte son, c'est pareil, c'est fait de la même façon, sauf que ça échantillonne un petit peu plus vite qu'un Calistar, ça convertit sur 16 bits. Et puis la grandeur d'entrée, ça va être du son, c'est-à-dire une variation de pression de l'air. Ok, puis derrière, on peut faire tout un tas de traitements, dont l'analyse spectrale aussi, avec des logiciels gratuits, par exemple, comme Audacity. Un oscillo, là, c'est pareil, on va avoir des entrées en tension,
Un échantillonnage très rapide par contre, une conversion sur 8 bits, et puis derrière, en traitement, on va avoir de l'affichage et aussi de l'analyse spectrale, puis du stockage sur les dernières versions d'Oscillo. Et puis vous pouvez utiliser après des cartes microcontrôleurs comme une carte Arduino qui possède aussi la possibilité d'échantillonner, convertir et récupérer des données numériques. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, tous ces systèmes-là, en fait, la structure est la même, hein, c'est celle que j'ai montrée avant, mais par contre, il y en a qui échantillonnent très très vite, comme l'échantillonneur de l'oscillo, d'autres moins vite, hein, comme ici l'Arduino. Et puis le nombre de bits aussi qui n'est jamais le même, hein, 8 ici, et puis ça peut aller jusqu'à 16 ou voire 24. Donc la question qu'on pourra se poser plus tard, c'est qu'est-ce qui fait que ça va très vite, et puis ça va pas très vite. Donc ça, c'est les critères. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, en termes de traitement, on voit un traitement qui apparaît un peu tout le temps, là, dans tous les appareils, c'est l'analyse spectrale. Alors, d'où ça vient ? En fait, c'est très ancien, parce que en fait, c'est une invention de la fin du XVIIIe siècle, de Joseph Fourier, qui était un physicien. Donc, je ne reviens pas sur sa biographie, je ferai peut-être... qui est pleine de péripéties, je ferai peut-être une vidéo là-dessus un jour. En tout cas, Joseph Fourier, en fait, il a fait une proposition à un moment donné en disant que finalement, pour lui, les signaux, alors lui, il appelait pas ça des signaux à l'époque, hein, je vous rappelle que c'est une époque où il n'y avait pas d'électricité, hein, pas de signaux à proprement parler, il parlait plutôt de fonctions, lui. Et en fait, l'idée, c'est de dire que alors pour nous, ce qui va être des signaux, ils peuvent toujours se décomposer en une somme de sinusoïdes, une somme infinie d'ailleurs, de sinusoïdes à différentes fréquences et amplitudes. Ok ? Donc, on part de ce principe-là, quand on a un signal, quel qu'il soit, périodique, apériodique, enfin ce qu'on veut, on peut toujours le décomposer en une somme de sinusoïdes. C'est-à-dire que si on fabriquait des sinusoïdes séparés les unes des autres avec des fréquences d'amplitude différentes et qu'on les ajoutait, on pourrait reconstituer n'importe quel signal. Alors, à partir de là, il y a 3 cas possibles. En fait, même, il n'y en a que 2. Mais disons qu'il y en a 3, pardon. Bon, le premier cas, imaginons que le signal est sinusoïdal. D'accord ? Il est périodique et sinusoïdal. Alors, comme il est composé, en théorie, de sinusoïdes, en fait, c'est qu'il est composé d'une seule sinusoïde. D'accord ? Et donc, il est défini par sa fréquence et sa valeur efficace. Donc, on voit ici que la fréquence... Donc, ce signal a une période T1. OK ? Qui correspond à une fréquence F1 qui vaut 1 sur T1. Donc par exemple ici j'ai T1 qui vaut 20 millisecondes, ce qui me fait 50 Hz. Et puis il a une valeur max 230 racine de 2. Et comme il est sinusoïdal, 230 c'est sa valeur efficace. Ok, donc sa notation temporelle c'est cette expression-là. U de T égale 230 racine de 2 sinus de pi ft. Et puis en fait on peut représenter ce signal différemment sous ce format-là, qui est en fait ce qu'on appelle la représentation spectrale. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en fait, c'est une représentation graphique supplémentaire. Donc cette représentation-là et celle-là sont complètement équivalentes. Hein. Il n'y a pas 2 signaux différents. C'est ce signal, soit je le représente en fonction du temps, soit je le représente en fonction ici de la fréquence. Et quand je représente une sinusoïde en fonction de la fréquence, c'est simplement que je fais une barre, ce qu'on appelle un pic de Dirac, à la fréquence de la sinusoïde, d'amplitude, ici, la barre de hauteur égale à la valeur efficace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un spectre, une représentation spectrale. Et ça, c'est ce qu'on appelle une représentation temporelle. Les deux, là, sont équivalentes. Il n'y a pas plus d'informations là que là. On choisit celle qu'on veut. OK ? Voilà, donc le deuxième cas que je vois, c'est si le signal est périodique, mais qu'il n'est pas sinusoïdal. C'est un signal carré, signal triangle, ce que vous voulez, mais à condition qu'il se répète tous les T1, qu'il ait une période T1, donc une fréquence F1. À ce moment-là, ce que dit Fourier est toujours vrai, c'est-à-dire que ce signal il est toujours composé d'une somme infinie de sinusoïdes, mais ce coup-ci, il y a un cas particulier, parce qu'il est périodique, vous n'aurez pas n'importe quel sinusoïde, vous n'aurez que des sinusoïdes multiples, de fréquences multiples de F1. D'accord ? Donc par exemple, si vous avez un signal qui est périodique de fréquence 50 Hz, vous aurez du 50 Hz, 2 fois 50 Hz, c'est-à-dire 100 Hz, 3 fois 50 Hz, et ainsi de suite. Donc la sinusoïde qui est de fréquence F1, c'est le fondamental, et les autres sont appelés des harmoniques. Alors, par exemple, ici, on a un exemple, ici. Donc ce truc vert foncé, là, c'est le courant à l'entrée d'un pont de diode, en électrotech. Okay. Bon, on voit que ce signal, il est périodique. Hein, il se répète tous les, ici, on le voit ici, 50 Hz.
D'accord. Donc Fourier vous dit, bah, là-dedans, comme il n'est pas sinusoïdal, mais qu'il est périodique, là-dedans, il est rempli de plein de sinusoïdes multiples de 50 Hz. D'accord. Par contre, si on regarde attention, là, le vert clair, bah, c'est une sinusoïde, donc elle ne contient qu'une seule sinusoïde de fréquence 50 Hz. Ok. Alors si on représente le spectre du signal vert foncé, voilà ce qu'on va trouver. Des pics de Dirac, donc des barres verticales. Donc ça veut dire, ça il faut l'interpréter, à chaque fois que j'ai une barre verticale, ça veut dire que j'ai une sinusoïde dans ce signal vert. D'accord. Donc là j'ai une sinusoïde à la fréquence 1, c'est une fois le fondamental. D'accord, donc c'est 50 Hz. Ici je vais avoir une sinusoïde à 3 fois 50 Hz, une sinusoïde à 5 fois 50 Hz, et ainsi de suite. Par exemple, ici, je vois que donc le fondamental, il est là. Ok, ça c'est l'harmonique 3, l'harmonique 5, l'harmonique 7, l'harmonique 9. D'accord. Donc je vois par exemple que sur ce signal-là, en fait, il n'y a pas d'harmonique paire, ou alors elles sont très faibles. Bon, ce qui est normal, parce que c'est un signal qui est symétrique par demi-période, c'est-à-dire que le motif qui est ici, on le retrouve ici. Donc ça c'est une propriété qu'on peut retrouver mathématiquement et qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux électriques. Ok. Et comme c'est un signal qui est périodique, on ne peut pas avoir de sinusoïde à des fréquences autres qu'un multiple de F1. D'ailleurs, si vous trouvez une sinusoïde à une multiple autre que F1, ça veut dire que le signal n'est pas périodique. C'est logique et c'est réversible. Et le troisième cas, c'est si le signal n'est pas périodique. Il n'est pas sinusoïdal, on ne voit pas de période apparente, c'est un signal quelconque. À ce moment-là, ce que dit Fourier est toujours vrai. Il est toujours composé d'une somme infinie de sinusoïdes, mais là, vous ne pouvez pas dire à quelle fréquence. Il y a possiblement toutes les fréquences contenues dans ce signal-là. Une infinité à n'importe quelle fréquence. On ne peut pas définir de fondamentale, d'accord ? Voilà, et donc, l'outil mathématique qui permet d'étudier ces signaux, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc par exemple ici, je vous ai mis une copie d'écran d'un son de guitare, par exemple, là, qui est enregistré sur un logiciel Audacity. Okay. Bon, ce signal, il n'est pas spécialement périodique, il ne se reproduit pas. Donc si on trace le spectre de ça, on va trouver quelque chose comme ça. Alors ça, c'est le spectre. Pourquoi il est continu? Pourquoi il est rempli là? Parce qu'en fait, il contient toutes les sinusoïdes entre ici et ici. Donc il n'y a pas de fondamentale, il n'y a pas d'harmonique, il y a toutes les sinusoïdes possibles et imaginables dans cette bande-là. Donc là, c'est un spectre continu, pas de fondamentale. Par contre, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce spectre, il s'étend entre 0 ici et une certaine valeur, qui vaut, dans le cas d'espèce ici, un peu moins de 10 kHz. Bon, ce qui est normal pour un signal sonore. Okay, donc dans un signal qui n'est pas périodique, tout ce qu'on peut faire, c'est déterminer une bande passante. Ce qu'on appelle la bande passante, BP, c'est-à-dire l'étendue spectrale sur laquelle s'étend ce signal. Ok. Alors, quand on veut avoir le spectre d'un signal, d'accord, en fait, ici, il faut appliquer un calcul. En fait, ce spectre-là, ou même l'autre d'avant, celui-ci, c'est une représentation graphique qui sont issues d'un calcul à partir du signal ici, qui va être enregistré par le capteur et converti en numérique. Alors, pour trouver le spectre, en fait, il faut faire un calcul. D'accord ? Ce calcul, il utilise des outils mathématiques. Alors, le premier outil, c'est la transformée de Fourier. Okay. Alors, la transformée de Fourier, elle s'applique sur tous les signaux, périodiques ou pas. D'accord ? Et puis, si le signal est périodique, on peut faire un autre calcul qui s'appelle la série de Fourier, qui, d'un certain point de vue, est plus simple, d'accord, mais qui ne marche que pour les signaux périodiques. Donc, série de Fourier pour les signaux périodiques, transformée de Fourier pour tous les signaux. Ça marche tout le temps. Alors, si vous vous rappelez vos cours de maths, la série de Fourier, c'est quelque chose qui s'exprime comme ça. Donc, en fait, ce sont des produits du signal avec des cosinus et des sinus, et on fait des intégrales. Et on trouve, à ce moment-là, quelque chose qui est une somme de sinusoïdes. Donc là, c'est pour les signaux périodiques. Et puis quand le signal n'est pas périodique, ou même quand il est périodique, mais dans le cas général, si vous voulez calculer le spectre d'un signal, vous allez calculer cette intégrale-là. Donc si vous calculez sur un signal périodique la transformée de Fourier, vous allez trouver la même chose que ça. Par contre, si vous avez un signal qui n'est pas périodique, vous pouvez calculer son spectre avec ça, mais ça, vous ne pouvez pas. Ok ? Donc, signal périodique, je peux faire ça
Et ça, signal qui n'est pas périodique, c'est-à-dire un signal apériodique, je peux faire que ça. Ok ? Le problème, c'est que ça, ce sont des calculs que vous avez fait en maths, mais c'est une expression, ça, qui est adaptée quand on fait le calcul à la main avec un crayon et un papier. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le système numérique qui fait les calculs, c'est-à-dire c'est un microprocesseur qui fait les calculs. Or, si vous demandez comment faire un microprocesseur ce calcul-là, c'est ça la question. D'accord ? Donc comment un système de traitement, c'est-à-dire comment un microprocesseur calcule-t-il le spectre d'un signal ? Puisque c'est ça qu'on voit dans les appareils de mesure. Donc je rappelle, ici, un système de traitement numérique, ici, le signal x de t, là, je ne l'ai pas en fait. Je ne le connais pas, parce qu'il est échantillonné, converti, et là je récupérais des valeurs numériques. Donc ça veut dire que le microprocesseur, s'il veut calculer le spectre, il ne peut pas calculer le spectre par rapport à x, il va calculer le spectre par rapport aux échantillons, ce qu'on appelle les échantillons, c'est-à-dire les valeurs converties en numérique. Donc en fait, ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas calculer la transformée de Fourier réelle, on va faire une approximation numérique, ce qu'on appelle la transformée de Fourier discrète. Okay ? Donc, qu'est-ce qui change ? On va voir un certain nombre de choses. X de t, en fait, on ne le connaît pas. On ne connaît que ces échantillons x de k, donc les nombres qu'on récupère à la sortie du CAN. L'intégrale, là, moins l'infini plus l'infini, elle est remplacée par une somme, une addition. Ok. Là, cette intégrale-là se fait de moins l'infini à plus l'infini. Nous, on ne peut pas faire plus l'infini des calculs sur une infinité de temps, donc on va faire les calculs sur un certain nombre d'échantillons. Okay. Et puis le temps, là, t, le temps, ici, il est remplacé par, ici, quelque chose qui est k fois la période d'échantillonnage. Alors, la période d'échantillonnage, c'est-à-dire que si on prend un point toutes les millisecondes, par exemple, ça veut dire que la période d'échantillonnage, c'est 1 milliseconde. Donc le temps va être découpé en portions de largeur TS aussi. Bon, donc tout ça pour dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on voudrait avoir, c'est ça. Et ce qu'on peut calculer avec un microprocesseur, c'est ça. Et la différence entre ça et ça, c'est tout ça. Conclusion, ce qu'on obtient, nous, avec un processeur, c'est une approximation de la vraie transformée de Fourier. Ce n'est pas la vraie transformée de Fourier. La TFD, c'est une approximation de la TF. Okay ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va avoir des limites qu'il faut connaître. Alors, quand on fait le calcul de la TFD, si on voulait faire ce calcul-là avec un microprocesseur, actuellement, en 2020, ça ne pose pas de problème. Les processeurs sont très puissants, très rapides, donc on pourrait calculer cette TFD directement. Mais dans le passé, ça n'était pas possible. Calculer ça avec des processeurs dans les années 60, ça prenait un temps pas possible. Donc en fait, en 1965, il y a deux chercheurs, Collet et Tukey, qui ont proposé un algorithme qu'on appelle la FFT, Fast Fourier Transform, qui permettait de calculer cette TFD-là, donc c'est-à-dire ça, le plus rapidement possible, avec les processeurs de l'époque, qui étaient très lents. D'accord ? Bon, il se trouve que cet algorithme, FFT, c'est celui qu'on retrouve dans tous les appareils de mesure, même maintenant. D'accord ? On pourrait s'en passer, on pourrait faire autrement, on pourrait calculer directement ce truc-là, mais bon, ça marche bien, c'est connu par tout le monde, donc on retrouve encore cette FFT partout. Et comme la TFD, la FFT, ça fournit une approximation de transformée de Fourier réelle. Alors quelles sont les conséquences de cette approximation par rapport au vrai spectre ? Déjà, le spectre, vous ne pouvez pas l'avoir sur une bande de fréquence infinie. Si vous échantillonnez votre signal à 10 kHz, par exemple, vous aurez le spectre entre 0 et 10 kHz divisé par 2, c'est-à-dire 5 kg. D'accord ? Sur une carte son, par exemple, qui échantillonne à 44 kg, classiquement, vous aurez un spectre entre 0 et 22 kg. Donc vous ne pouvez pas aller jusqu'à où vous voulez au niveau spectral. Ça dépend à quelle vitesse vous échantillonnez votre signal. En plus, dans cette bande-là, la TFT ne calcule pas toutes les fréquences. Elle calcule les fréquences avec un certain pas, qu'on appelle la résolution fréquentielle. Ok ? Donc si vous avez un pas, par exemple, imaginons que vous échantillonnez à 1 kg, 1000 Hz, vous avez 1000 échantillons, vous aurez un pas de 1 Hz. 1000 sur 1000. Bon, 1 Hz, ça veut dire que la transformée de Fourier discrète va calculer 0 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz.
Bon, ça veut dire que si vous cherchez une fréquence qui est à 1,5 Hz, bah, vous ne la calculerez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dans le signal d'origine, mais vous ne la calculerez pas. Donc ça, il faut faire attention quand on fait des calculs, on recherche des fréquences particulières. Bon, cette résolution, elle est aussi égale à 1 sur D. D, c'est la durée d'enregistrement. Okay, donc si vous faites un enregistrement sur 1 seconde, vous aurez une résolution de 1 Hz. Si vous faites un enregistrement sur 10 secondes, vous aurez un DF de 0,1 Hz. Donc, conclusion, si on veut calculer très finement le spectre, avec beaucoup de fréquences, on est obligé d'enregistrer très longtemps. Ce qui peut poser un problème dans certaines applications. Donc c'est quand même une limite forte. Voilà, donc là, quelques exemples. Là, j'ai pris un oscilloscope de base en salle de TP. Ben, vous voyez que dans un oscilloscope, on a ici la fonction FFT. Donc un oscilloscope permet de tracer des spectres. J'ai pris un autre truc, là, sous LabVIEW, qui est un logiciel que vous utilisez en automatique. Ben, on voit qu'on peut avoir des modules FFT pour tracer des spectres. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet FFT, c'est quelque chose qui est très 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 classique, qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels. Donc voilà, par exemple ici, je prends un exemple, hein, j'ai un signal vibratoire, c'est-à-dire que c'est un signal qui vient d'un capteur qui mesure des vibrations sur une machine électrique, par exemple. Okay, donc le signal, là, il est échantillonné à 10 kHz, d'accord, c'est-à-dire qu'on prend 10 000 échantillons par seconde, et on enregistre sur à peu près 60 secondes. Bon, si on calcule le spectre par la TFD, on obtient ça. Donc là, on voit quoi? Ben, on voit que le signal, il n'est pas périodique. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ici récupérer tout un tas de fréquences. Hein, il n'y a pas de fondamentale ou d'harmonique. On récupère tout un tas de fréquences sur une certaine bande. La bande passante est là. Okay. Je remarque quoi? Je remarque que mon spectre, en fait, il s'étend de 0 à 5 kg. C'est normal, 5 kg, c'est Fs sur 2. Okay. J'échantillonne à 10 kg, je peux avoir le spectre jusqu'à 5 kg, pas plus. Okay. Alors là, j'ai l'impression d'avoir toutes les fréquences, mais en fait, si je zoome une petite partie de ça, d'accord, eh bien, si je zoome là, mort, ben je vois quoi? Je vois que, finalement, je trouve des sinusoïdes avec un certain pas. D'accord? Ce pas df, je le trouve égal à 0,016. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la TFD, là, elle ne peut pas calculer toutes les fréquences, en fait. Elle calcule les fréquences, toutes les sinusoïdes, avec un certain pas. Okay. Bon, 0,016, c'est quoi? Ben, c'est, comme par hasard, c'est 1 sur D. Si vous faites 1 sur 61,36, vous trouvez 0,016. D'accord? Et c'est aussi la fréquence d'échantillonnage divisée par le nombre d'échantillons. C'est pareil. Okay. Alors, vous voyez, sur ce spectre-là, il faut faire attention, parce que si jamais, par exemple, vous cherchez une fréquence qui est ici, hein, ici, ben, en fait, vous ne la trouverez jamais. C'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est parce que la TFD ne la calcule pas. Donc, il faut faire très attention. Bon, d'accord, ok, donc on peut prendre un signal, tracer son spectre et trouver les fréquences qu'il y a dans le signal. Mais ça sert à quoi? Alors en fait, c'est très utile dans tout un tas de domaines. Okay. Cet FFT, c'est un algorithme qui est générique, en fait, hein, qui n'est pas lié au génie électrique en particulier, qui est lié à tout le monde. Donc en fait, les télécoms, le génie élec, la mécanique, la médecine, la biologie, la chimie, même en économie, en climat. Hein, on voit des courbes de réchauffement climatique qui sont observées d'un point de vue spectral. Et certainement d'autres applications que je ne connais pas, évidemment. Donc, première application, analyse des réseaux électriques. Ben, ouais, c'est l'application de tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que je vois sur ce réseau électrique-là? Ben, je vois que la tension, elle est sinusoïdale. Okay. Ce qui est un peu normal, parce que, si vous voulez, c'est l'EDF qui l'impose, donc c'est le cas. Par contre, le courant, là, c'est nous qui l'imposons. Hein, ça dépend ce qu'on branche sur le réseau. Ben là, je vois que le signal, il est périodique, mais non sinusoïdal. Donc, à quoi ça va servir de faire le spectre? Ben, c'est que dans ce signal-là, il y a des fréquences qui sont, entre guillemets, normales. D'accord? Et puis, il y a d'autres fréquences qu'on peut considérer comme étant anormales. Donc, si je trace le spectre, je vais avoir la décomposition de toutes les fréquences qu'il y a dedans. Et après, je peux aller dire si ce spectre est correct ou pas. Si mon réseau est aux normes, par exemple.
Donc là, je peux isoler chaque fréquence. Alors par exemple, la 1, la 3, la 5, la 7, pour moi, c'est des choses normales. Hein. Puis par exemple, je vois qu'il n'y a pratiquement pas d'harmonique paire. 2, 4, 6, 8. Donc ça, pour moi, c'est normal. Par contre, si je trouvais une harmonique paire à 2, la très grande, ça voudrait dire qu'il y aurait certainement un élément du réseau qui est défectueux. Ça me permet de détecter des pannes. Chose que je ne pourrais pas forcément voir dans le signal ici, mais que je verrais bien dans le spectre. Ok, donc ça c'est un exemple en électrotech. Un autre exemple en analyse vibratoire. Donc l'analyse vibratoire, hein, ça consiste à prendre un moteur électrique et puis de mettre un capteur de vibration dessus pour essayer de détecter des défauts mécaniques, des roulements, des choses comme ça. Bon, évidemment, si on prend le signal temporel, c'est-à-dire si on regarde ce signal-là, ben là on peut pas dire grand-chose, hein, on dirait du bruit, on n'a aucune information. On ne peut surtout pas dire si le moteur sur lequel est collé ce capteur-là est en bon état ou pas. On ne peut rien dire. Par contre, si on trace le spectre, on obtient ça. Alors par exemple, ici, je vous ai mis le spectre du même moteur, avec le même capteur, mais là, sur ce moteur-là, on a mis des roulements neufs, et sur ce moteur-là, on a mis des roulements défectueux, des vieux roulements. Bah déjà sur le spectre, sur les deux là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a plein de fréquences, ici, plein de sinusoïdes qui sont apparus. D'accord? Donc ici, à partir du moment où ce paquet-là apparaît tout d'un coup, alors qu'ici, il n'y avait rien avant, hein, ça peut être deux mesures qui sont faites à intervalles réguliers, hein, par exemple à intervalle d'un an, bah, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc déjà, pour la personne qui fait du diagnostic, il va se dire « Ouh là là, il se passe quelque chose ». Bon, mais il ne sait pas encore quoi. Mais déjà, l'analyse spectrale lui permet de voir qu'il s'est passé quelque chose. Alors, il faut bien comprendre que ça, hein, ce qui est apparu ici, c'était impossible à détecter sur ce signal-là si on n'avait pas fait transformer de Fourier. C'est parce qu'on fait transformer de Fourier qu'on le voit. Bon, et en fait, on peut aller plus loin, parce que si on zoome là-dedans, on trouve ces spectres-là. Ok ? D'accord ? Si on zoome, là, on voit des sinusoïdes qui sont plus grandes que les autres. Et il se trouve que quand on est spécialiste des roulements, là, ben, en fonction des fréquences qu'on trouve, on peut même déterminer si c'est un roulement qui est défectueux, et on peut même déterminer quelle est la partie du roulement qui est défectueuse. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai un défaut de bague interne, c'est-à-dire la partie interne du roulement qui est morte. Ben là, je vois ces fréquences-là apparaître. Si c'est la bague externe, je reverrai ces fréquences-là. Ce n'est pas les mêmes. Ok ? Donc ici, je peux, si j'ai des compétences dans le domaine, hein, donc là, ici, je vais détecter qu'il se passe quelque chose, de là à là, et si je vais zoomer dedans, je peux même dire ce que c'est. Exactement. Donc il faut bien comprendre que c'est l'analyse spectrale qui permet d'avoir toutes ces infos. Si on n'avait que ça, comme signal, on ne pourrait rien dire. Vous voyez, donc là, ici, les composantes apparaissent, il s'est passé quelque chose, et là, on zoome, et on peut trouver les caractéristiques du défaut très précisément. Donc en fait, en analyse vibratoire, hein, l'analyse spectrale, c'est un outil très 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 puissant. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les signaux se décomposent en une somme infinie de sinusoïdes. Donc ça, c'est la théorie de Fourier, et c'est vrai pour tous les signaux, périodiques ou non périodiques. Pour les signaux périodiques de période T1 et de fréquence F1, ces sinusoïdes sont composés d'un fondamental à F1 et d'harmoniques multiples de F1. Pour les signaux qui ne sont pas périodiques, c'est-à-dire les signaux apériodiques, le spectre est continu. Toutes les fréquences peuvent être présentes dans le signal. Pour savoir quelles sont les sinusoïdes présentes dans un signal, il faut faire une analyse spectrale, c'est-à-dire il faut faire un calcul. Et ce calcul, c'est la transformée de Fourier, dans le cas général. Et si vous avez des signaux périodiques, la série de Fourier. Maintenant, si on veut faire cette transformée en Fourier en numérique, on est obligé de faire un calcul qu'on appelle la TFD, qui est une approximation numérique de la transformée de Fourier, okay, et que la version la plus répandue de cette TFD, c'est ce qu'on appelle la FFT. C'est ça qu'on va trouver dans tous les appareils de mesure. Et que si on fait une FFT sur un signal, eh ben, en fait, on va calculer le spectre du signal, mais dans une bande qui est limitée à Fs sur 2, Fs étant la fréquence d'échantillonnage, et avec une résolution fréquence 16 qui vaut df égale 1 sur d, d étant la durée d'enregistrement. Voilà. Allez, à bientôt. Bon courage. Au revoir.